Bonjour. Et merci de réserver à France Inter votre ultime grande interview avant la fin, avant de se taire ce soir et avant le vote dimanche. Plus d'une heure de questions-réponses, donc jusqu'à 9h30. Vous serez interrogé par les éditorialistes du 7-9. Dominique Seux qui vous reviendra avec vous sur les retraites. Thomas Legrand sur son obsession depuis 5 ans, essayer de comprendre ce qu'est le macronisme. Sandy Dauphin reviendra sur l'écologie. Pierre Aski vous interrogera longuement sur la situation en Ukraine. Et c'est Augustin Trapenard qui viendra clore cette matinale en vous posant une dernière question sur la culture. Emmanuel Macron, ça fait 2 semaines maintenant que vous sillonnez le pays, que vous allez à la rencontre des Français. Marine Le Pen a insisté lors du débat mercredi soir sur les fractures françaises, sur une France qu'elle juge trop déchirée. Avez-vous vu ces 15 derniers jours la même France? Qualifiez-vous l'état du pays d'inquiet, fatigué, en colère, optimiste? Comment le diriez-vous? Je pense qu'il y a une fatigue qui est là, qui est liée aussi au Covid, à ces plus de 2 ans et demi que nous avons vécu et qui ont profondément marqué notre société, toutes les sociétés qui ont traversé cette pandémie. Fatigue dans nos existences, parce qu'il y a eu un rapport à la solitude inédit. Fatigue et inquiétude dans la jeunesse, parce que ça a été encore plus dur pour beaucoup de nos jeunes. Fatigue aussi chez les soignants, parce qu'il y avait beaucoup de difficultés avant la crise, on y reviendra peut-être, avant l'épidémie, mais ils ont tenu de manière héroïque. Et évidemment, c'est encore plus dur après, parce qu'il faut reprogrammer tout le reste. Donc oui, il y a cette fatigue, il y a tous ces traumatismes directs et indirects, je ne reviens même pas sur ce qu'on appelle les Covid longs, qui sont là. Puis il y a les grandes peurs du siècle, et qui préexistaient, et qui se sont peut-être exacerbées. La peur climatique, qui touche toutes les générations maintenant, mais qui, moi ça me frappe de plus en plus chez les jeunes, prend un tour anxiogène très, très fort. La peur des grands changements, que je qualifie souvent d'anthropologiques, les réseaux sociaux, etc., créent une tension dans nos sociétés. Et la peur géopolitique, le retour de la guerre, frappe. C'est la première fois, je vous le dis très sincèrement, et c'était vrai avant le premier tour, que j'ai des enfants, quand je fais des bains de foule, qui m'interrogent sur l'Ukraine. Des enfants. Donc il y a quelque chose qui se passe. Donc, oui, ils en parlent dans les salles dans les classes et donc, en récréation de l'Ukraine. Nos sociétés sont des sociétés qui vivent un moment très difficile. Après, la grande différence que nous avons avec la candidate d'extrême droite, c'est que l'extrême droite vide ses peurs et ses colères pour en faire du ressentiment et expliquer qu'un projet d'exclusion d'une partie de la société est la réponse. Moi, je veux essayer d'y répondre pour la partie à laquelle on peut répondre et surtout essayer de trouver un chemin où on retrouve ensemble les raisons qui nous font vivre comme une nation unie. Emmanuel Macron, vous parlez de la candidate d'extrême droite. Elle se défend d'être d'extrême droite. Votre lecture du résultat du premier tour sur France Culture, c'est que les électeurs ont voté pour 3 projets. Je vous cite, un projet d'extrême droite avec Marine Le Pen, un projet d'extrême gauche avec Jean-Luc Mélenchon et un projet d'extrême centre qui serait le vôtre. C'est comme ça que vous l'avez qualifié. Oui. Ça vous fait rire. C'est quoi l'extrême centre? C'est-à-dire vous vous sentez extrémiste? C'est quoi? Non, mais c'était pour schématiser les choses, mais en vérité, c'est le regroupement de plusieurs familles politiques, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais de la social-démocratie en passant par l'écologie, le centre et une droite pour partie bonapartiste et pour notre partie orléaniste et pro-européenne. C'est un ensemble de familles de pensée qui sont à mes côtés, qui suivent le projet pour la France que je porte depuis 5 ans et que je veux ici refonder et renouveler. Mais je crois que la définition de l'extrême droite, j'ai été frappé, moi, comme ces dernières semaines ont été des points d'interrogation. Enfin, vous avez présidé à nos débats avec un de vos confrères il y a 2 jours. Le débat a clairement permis de mettre en lumière que ça s'appelle l'extrême droite française. Quand on a quelqu'un qui vous explique que islam égale islamisme égale terrorisme égale problème, parce que c'est exactement ce que sa discussion... Elle n'a pas dit ça. Hein. Non, mais ce cheminement l'a montré. C'est ce que j'ai dit. Vous avez posé une question sur le voile, elle est passée du voile à l'islam, à l'islamisme, au terrorisme et au fichier. Bon. Et surtout quand on a un projet qui consiste à interdire le voile, le foulard dans l'espace public, c'est-à-dire à rompre avec la laïcité à la française, à sortir complètement. Quand on a un projet qui consiste à ne pas respecter la Constitution. Il y a eu la discussion, je crois, autour de cette table. Et donc à changer le texte constitutionnel sans respecter celui-ci. À sortir des textes fondateurs
de notre Europe, qui ont été bâtis après la Deuxième Guerre mondiale et qui protègent les individus, le droit des personnes et des libertés. C'est ce qui définit, selon vous, quelle est l'extrême droite ? Ça ne la définit pas seule, parce que Madame Le Pen est l'héritière d'un père, d'un parti, d'une idéologie qui a aussi reposé sur beaucoup d'antisémitisme. Après, ce que nous vivons, c'est que des millions de nos compatriotes se sont portés vers son parti et son projet. Pourquoi ? Parce que elle a donné le sentiment qu'elle répondait au problème de pouvoir d'achat, qui est un vrai problème. J'espère qu'on y reviendra, mais je pense avoir démontré que ces réponses ne sont pas viables. Et donc il y a une ambiguïté qui s'est créée. Mais je pense que les fondamentaux de l'extrême droite sont là. Après, elle est avancée, elle a réussi à avancer masquée en poussant d'autres problèmes. Et elle se nourrit aussi de ce que nous n'avons pas réussi à faire. Et des choses que moi-même je n'ai pas réussi à faire, c'est-à-dire apaiser certaines colères, répondre suffisamment vite à des demandes, et en particulier réussir à donner des perspectives de progrès et de sécurité aux classes moyennes et aux classes populaires françaises. Alors venons-en aux crises, au quinquennat de crise. Emmanuel Macron, à part le Covid, il y a eu des crises démocratiques, celle des Gilets jaunes, la protestation contre la réforme des retraites. Il y a de la défiance contre... Des mouvements sociaux. Des mouvements sociaux, mais de critiques. Il y a eu de la défiance contre la politique, contre les élus. Vous aviez promis de faire une grande réforme institutionnelle qui n'a pas pu se faire. Là, vous mettez sur la table la proportionnelle, plus de référendums. Est-ce que vous le ferez vraiment si vous êtes élu ? Est-ce que vous vous engagez vraiment à le faire, à changer ça pour changer la respiration démocratique du pays ? Alors, je pense, comme vous, qu'il faut le faire à deux égards. Le premier, nos institutions. Vous l'avez dit, je n'ai pas réussi à le faire parce que je n'ai pas eu le soutien politique, je n'avais pas la majorité au Sénat, et je voulais pas simplement faire la proportionnelle, mais réduire le nombre de parlementaires. La proportionnelle, vous pouvez le faire sans... C'est ce que j'allais vous dire. François Mitterrand, il a instauré la proportionnelle intégrale en 86 par une simple loi électorale. Il n'est pas passé par le Parlement. C'est tout à fait vrai, mais c'est ce que j'ai à chaque fois rappelé. Mon projet n'était pas simplement de faire la proportionnelle, c'était aussi de réduire le nombre de parlementaires et d'avoir une série de modifications, modernisation de nos institutions. Oui, mais vous auriez pu faire la proportionnelle pour que la prochaine Assemblée soit plus... Oui, mais je ne suis pas dans le même schéma tactique. Si on fait de l'histoire politique et parlementaire, que François Mitterrand y était. Sachant une législative quasiment perdue, il avait instauré une proportionnelle pour pouvoir réduire la défaite à l'époque du Parti socialiste. Moi, j'ai toujours voulu faire la proportionnelle pour mieux répartir les représentations, qu'elles soient d'ailleurs intégrales ou pour parti, et je l'ai toujours accroché à une réduction du nombre d'élus. C'est aussi pour ça que j'ai toujours assumé de faire ce chemin dans une discussion, qui a parfois avancé d'ailleurs. J'ai eu des discussions avec le président du Sénat qui était pas loin du compromis. La vie politique française nous a à chaque fois, malheureusement, conduit dans des situations où nous n'avons pas réussi à conclure. Mais là, vous allez la faire ou pas ? Parce que le Sénat est toujours de droite et il n'est pas... Non, mais je change de méthode d'une part, et je pense qu'il y a aussi un deuxième élément qui n'est pas, lui, constitutionnel. C'est pourquoi la méthode que je propose, qui me paraît être la seule viable, parce que je respecte notre Constitution et je ne pense pas qu'on peut la changer par une voie référendaire directe. Parce qu'il se trouve que notre Constitution ne le permet pas, malgré ce que dit Madame Le Pen. Et donc, ce cheminement ne peut fonctionner que si on met en place une commission transpartisane qui bâtit des compromis. Et quelles que soient les familles politiques... Encore une commission ? Mais c'est comme ça à chaque fois que ça a pu marcher. Quand des sensibilités politiques autour de gens qui ont une certaine gravitas dans leur famille arrivent à faire avancer les choses. J'écoute les voix, y compris, je dirais, dans la droite la plus classique, qui est historiquement très hostile à la proportionnelle. Les voix commencent à s'élever, consistant à dire la proportionnelle peut avoir du sens parce qu'on veut remettre dans le Parlement les distinctions du pays. Je pense que tout le monde chemine pour se dire que, au fond, le phasage complet, la synchronie qu'il y a entre la présidentielle et la législative, avec la même durée, n'est pas la meilleure respiration. Moi, je l'ai vécu, ce que vous dites est très juste. Je ne peux pas changer les règles du jeu en y étant. Mais je pense que si les Françaises et les Français me font confiance, qui plus est compte tenu de notre Constitution, je pourrais le faire plus aisément. Et donc je pense qu'il y a très sincèrement des voies de compromis possibles entre les différentes formations politiques autour de cela. La deuxième chose qui, moi, m'importe encore plus, c'est que nos compatriotes, ils veulent en effet de l'élection, ils veulent plus de respiration démocratique. Il y a un paradoxe, c'est qu'en même temps, on voit qu'il y a beaucoup d'abstention. Ils veulent participer à l'action publique différemment. Et ça, c'est pour moi un des changements que je veux faire en profondeur. Le laboratoire marseillais avec Marseille en Grand était le début de cette méthode, mais qui consiste à dire sur la santé, sur l'école et l'éducation,
en particulier, mais sur d'autres chantiers aussi, comme les quartiers. Au niveau national, on doit définir des objectifs, des financements, et il faut donner la possibilité aux parties prenantes au niveau d'un territoire, d'un espace de vie, de s'en saisir, de faire, de choisir et de rendre compte de manière régulière. Alors vous parlez de l'école, je vais aller sur l'école et on va accélérer le rythme des questions-réponses parce que sinon on ne va pas pouvoir vous interroger sur tout et ce serait dommage parce qu'on a des questions précises. Une question sur l'école. Marine Le Pen vous a reproché d'avoir supprimé les mathématiques du tronc commun dans votre réforme du lycée alors que le niveau des élèves en maths ne cesse de baisser dans les classements internationaux. Reconnaissez-vous là une erreur et à partir de la rentrée 2022, vous prenez l'engagement de revenir à la situation antérieure? Vous êtes beaucoup plus précise que l'était Madame Le Pen qui reprochait d'avoir sacrifié les fondamentaux en général. Je m'érigeais contre cela puisqu'on les a renforcés aux primaires et on a mis des tests. On n'a pas tellement changé au collège et au lycée. On a mis en place une réforme du bac qui, je pense, est une bonne chose. Néanmoins, au vu des premières évaluations de ce qui remonte, il faut remettre les mathématiques dans le tronc commun du bac. Ce sera à la rentrée de septembre, de nouveau dans le tronc commun. Sur le salaire des enseignants, est-ce que vous pouvez être plus clair ce matin parce qu'il semble que vous avez bougé? Lors de votre conférence de presse avant le premier tour, vous disiez, ce sont vos mots Emmanuel Macron, je suis prêt à dire que les enseignants qui n'accepteront pas de nouvelles missions ne seront pas augmentés. Mercredi soir, lors du débat, vous dites que les enseignants seront augmentés sans condition. Alors, est-ce que vous avez changé entre le premier et le deuxième tour? Merci de me permettre de clarifier ça parce que très clairement, les propos que j'ai tenus dans la conférence de presse où j'ai présenté mon programme ont créé du trouble et m'ont pas aidé à être compris. Moi, j'ai été élevé en grande partie par une grand-mère qui était enseignante et il se trouve que j'ai épousé une enseignante, donc je sais ce que je dois à cette profession et ce que notre République lui doit. Nous avons commencé une revalorisation des professeurs et j'irai au bout de celle-ci et elle n'est pas conditionnée à quoi que ce soit. Et donc ça veut dire qu'il y a une revalorisation qui est autour de 10%, ce qui fait que je peux vous dire que dès les premiers mois du quinquennat, on ira au bout de cette revalorisation qui permettra d'abord qu'il n'y ait aucun salaire, même en début de carrière, qui soit en dessous des 2000 € et qui permettra de continuer à améliorer pour tous les enseignants. Donc d'ici le 1er juillet, augmentation de 10% des enseignants? Non, parce que ça passera dans un... Il y a deux choses. Il y aura, pour les enseignants comme pour tous les autres, à l'été, dans le cadre de la négociation fonction publique, une revalorisation du point d'indice. Indépendamment de ça, il y a une revalorisation qui, elle, sera plutôt portée dans la loi de finances et donc qui interviendra en janvier de l'année prochaine. Oui. Vous avez parlé du point d'indice. C'est important parce que le gel du point d'indice des fonctionnaires, pardon, je vous sors de... Mais c'est important parce qu'il... Je voulais revenir après à la deuxième partie. Et vous reviendrez à l'école, excusez-moi, mais le gel du point d'indice, vous l'avez gelé pendant tout le quinquennat. Comme ça avait été fait aussi avant, c'est exact. Ce qui est exact, mais vous ne l'avez pas revalorisé. Là, vous avez dit il y a quelques semaines que vous le revaloriserez de combien? Emmanuel Macron, vous allez le revaloriser. La CFDT demande 3 points. Est-ce que c'est faisable ou non? D'abord, ce sera à la négociation. Deux choses. On n'a pas en effet haussé le point d'indice, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a accru certains types de rémunérations et on a beaucoup plus augmenté les rémunérations les plus faibles de la fonction publique. Beaucoup plus. Et c'est un principe de justice, mais ce faisant, on a contribué à un mouvement qui dure depuis 20 ans dans la fonction publique, c'est qu'on a écrasé les rémunérations. D'ailleurs là, il y a quelques jours, conformément à l'usage, alors que le SMIC a été réévalué par la commission, va être réévalué par la commission compétente à la lumière des chiffres de l'INSEE, on a aussi réévalué la rémunération minimale dans la fonction publique. Compte tenu de l'inflation, le vrai changement qu'il y a cette année par rapport aux années précédentes, c'est qu'il y a une inflation qui est conséquente. On ne peut pas dire pour tous les fonctionnaires on va geler le point. Donc on va faire deux choses en même temps, là aussi. Le point sera revu, ça fait partie de la négociation, donc moi je ne vais pas m'engager aujourd'hui. Vous ne pouvez pas dire il sera revalorisé. Non, et puis je ne vais pas faire de l'électoralisme sur ce sujet parce que je pense que ce serait malvenu. Il sera réaugmenté parce qu'il faut accompagner l'inflation, on ne peut pas laisser nos fonctionnaires, qu'ils soient sa fonction publique, d'État, territoriale ou hospitalière, perdre du pouvoir d'achat quand le reste du secteur privé a des négociations qui, elles, continuent d'augmenter. Donc les syndicats portent des vues, ce sera au ministre de la fonction publique de négocier avec eux. Mais en parallèle de ça, moi je veux qu'on puisse refondre les carrières. Et il y a aussi une réforme de fond qui est la réforme des catégories ABC qui écrase complètement les rémunérations et les carrières. On a fait une réforme historique de la haute fonction publique. Je veux qu'on puisse mener une réforme de la fonction publique. Sur les enseignants, il y a
Il y a une part, la revalorisation que j'évoque, qui va se poursuivre. Donc 10% en janvier. C'est la poursuite de ce qu'on a commencé. Elle n'est pas conditionnée. Ensuite, je veux qu'on puisse augmenter beaucoup plus substantiellement pour une partie de nos enseignants qui s'engagent, qui adhèrent à si je puis dire, ce pacte que j'évoquais. Là, qu'on puisse augmenter beaucoup plus leur rémunération. Comme on l'a fait, par exemple, pour nos enseignants qui sont en REP et REP+, qui ont une prime de 4 000 € par an. Donc ceux qui accepteront de nouvelles missions, vous les augmenterez de manière notable, c'est ça ? Vous pouvez le dire comme ça, je le dirais de manière plus positive. On va aussi reconnaître des missions qui aujourd'hui sont faites par beaucoup de nos enseignants qui ne donnent lieu à rien. Et je pense que ce pacte que je veux refonder, c'est aussi un pacte de confiance. La réalité, c'est que quand on parle des profs, il n'y a pas que les heures devant les élèves. Beaucoup font déjà devoirs faits, s'occupent des élèves en dehors du temps scolaire, organisent avec le périscolaire beaucoup de choses. C'est très peu reconnu, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Le système reconnaît très peu ces tâches-là. Et donc, je pense que c'est beaucoup plus juste de considérer que quand on a une communauté pédagogique, on doit beaucoup mieux reconnaître celles et ceux qui s'engagent le plus et qui acceptent de le faire pendant un moment. Mais l'un ne se substitue pas à l'autre. Merci de m'avoir permis de lever cette ambiguïté. Sandy Dauphin, il reviendra en longueur avec vous tout à l'heure. Mais vous avez déclaré lors de votre meeting à Marseille que votre futur Premier ministre serait en charge du climat et de la planification écologique. C'est un concept développé, martelé depuis des mois par Jean-Luc Mélenchon. Est-ce à dire que vous voulez nommer Jean-Luc Mélenchon Premier ministre? Vous faites une liaison d'actualité fortuite. Non, vous savez, moi, je suis attaché à la vie démocratique et aux institutions. Et donc, dans la lignée du discours de Bayeux, le président de la République choisit un Premier ministre en regardant le Parlement constitué, les forces politiques en présence. Donc, il y a des présidentielles. Moi, je me bats d'abord pour avoir la confiance de nos compatriotes le dimanche prochain. Et ensuite, il y aura des législatives. Et à la lumière de ces législatives, il y aura un Premier ministre à choisir. Et si Jean-Luc... Ah, peut-être. C'est une fonction. Mais je l'ai mis au féminin pour bien montrer que homme ou femme. Vous allez 2 fois plus vite, vous dites vouloir aller 2 fois plus vite sur l'écologie, Emmanuel Macron. Je vais vous parler d'argent. Combien d'argent en plus pour la transition écologique ? En 2022, vous aviez mis 50 milliards d'euros pour la transition écologique. C'était une hausse de 3%. Aller 2 fois plus vite, c'est doubler ces 50 milliards ? Quand on regarde d'abord, c'est pas simplement que je veux, quand on regarde le rapport du GIEC, c'est ce qu'on doit faire. Et donc, on a été 2 fois plus vite sous ce quinquennat qu'avant, parce qu'on a investi, on a eu des résultats. Parce qu'on a aussi, soyons clairs, été aidé par le Covid. Donc oui, on doit investir beaucoup plus. Et quand vous regardez ce qu'on va mettre sur France 2030, la décarbonation de l'économie, notre politique agricole, plus les politiques sectorielles, oui, on investira du coup 2 fois plus. 2 fois plus, c'est-à-dire 100 milliards pour la transition écologique. Quand on regarde au total les politiques industrielles, agricoles, fléchées sur cette politique et la politique de transition elle-même, on ne sera pas loin de ce chiffre. Parlons d'insécurité et du bilan de votre quinquennat en la matière, Emmanuel Macron. S'il y a une stabilité sur les chiffres des cambriolages... Une baisse. Légère baisse. Légère baisse, oui. Sur les cambriolages et les homicides, en revanche, les violences contre les personnes ont augmenté de 12% ces 5 dernières années. Admettez-vous tout simplement ce matin que votre bilan sur la sécurité est mitigé? Non, mais je viens pas pour une séance de flagellation. Donc, non, c'est une question. Non, mais parce que vous tournez toujours les questions en disant est-ce que c'est votre erreur, votre échec, admettez-vous. Donc, on fait le bilan d'un quinquennat. Mais bien sûr, mais moi je réponds aux choses. Donc je dis, j'assume totalement d'avoir tenu mes engagements en termes de moyens. J'avais dit 10 000 postes de policiers et de gendarmes, ils ont été ouverts, ils sont sur le terrain. Simplement, ils arrivent plus sur le terrain en fin de quinquennat parce qu'on a mis d'abord sur l'antiterrorisme, la lutte contre le terrorisme, et il faut les former. Bon. On a des vrais résultats sur le terrorisme, on a des bons résultats sur les vols, les cambriolages, etc. Les résultats ne sont pas assez bons sur les violences aux personnes. Vous avez totalement raison. Qu'est-ce qui s'est passé quand on décompose ce chiffre ? Il est à 80% constitué par les violences intrafamiliales, et en particulier le sujet des féminicides. Et c'est pourquoi j'en fais une priorité sur les prochaines années. Et d'ailleurs, ça l'était déjà une priorité. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et le chiffre ne baisse pas. Non, mais pourquoi ? Le nombre de femmes tuées ne baisse pas. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a aussi un principe d'honnêteté collective. Il y a 5 ans, on enregistre, dans beaucoup de cas, il faut être honnête, on prenait même pas les plaintes. C'est d'ailleurs ce que nous disaient beaucoup d'associations et beaucoup de femmes. C'était des mains courantes. Donc, il y a 5 ans, quand je disais la priorité suite à la Grande Marche
automne 2016, c'est le harcèlement et l'insécurité des femmes dans les transports en commun, tout le monde se marrait. Tout le monde a dit, lui, c'est vraiment un charlot, il n'a aucun programme. Je me souviens très bien de ça. Mon premier rassemblement de Strasbourg. Je suis très fier d'avoir créé, que dans notre pays, on ait créé justement cette infraction et qu'on ait pu mettre ces amendes quand il y avait du harcèlement de rue et qu'on se soit attaqué au sujet. Donc, 1, on le mesure mieux et on a libéré la parole. 2, on forme. 3, on investit. Police, gendarmerie, tous ceux qui sortent sont formés à ce sujet. On renforce les moyens. On va mettre des patrouilles spécifiques sur ce sujet. Les moyens, précisément. Et on met des moyens côté justice, parce que c'est aussi un point clé. Et donc, oui, les quand je regarde associations, l'Espagne... Emmanuel Macron, sur les moyens. Sur l'Espagne. Voilà, les associations savent ce qui se passe en Espagne et comment le pays s'est mobilisé. Les associations en France, en se fondant sur un rapport du Sénat de juillet 2020, estiment que l'État dépense 150 millions d'euros dans les violences, contre les violences faites aux femmes, alors qu'il faudrait un budget d'1 milliard pour lutter efficacement contre ces violences. Allez-vous mettre ce milliard sur la table dans votre prochain quinquennat si vous êtes élu? Voilà, je porte les moyens. Vous avez vu que d'initiative, je mets le sujet sur la table. Donc je vous dis moi-même quand vous me parlez insécurité, féminicide et violence. Donc c'est une priorité. Deuxièmement, le budget de l'égalité femmes-hommes n'a jamais été aussi haut. Ensuite, je conteste totalement ces chiffres. Parce que non seulement il faut regarder ce budget, mais il faut regarder ce qui a été investi côté intérieur, côté justice et dans les autres ministères régaliens, comme on ne l'a jamais fait. Donc moi, je mettrai tous les moyens qu'il faut. Et quand on regarde ce qui s'est passé en Espagne, j'y reviens, c'est par la formation des magistrats, par justement le déploiement des bracelets, par la formation des policiers et des gendarmes, qu'on a réussi à avoir des résultats et une baisse du nombre de femmes tuées. Donc moi, je pense que ce qu'on a commencé, parce qu'on l'a commencé il y a 3 ans, et donc ce qu'on a commencé, il faut maintenant l'intensifier. Je ne lâcherai rien là-dessus. On a mis en place ce système de bracelet. On va continuer de former, d'accompagner nos magistrats pour qu'ils puissent l'utiliser à plein et en développer davantage. Je suis pour l'éloignement des conjoints violents, pour la protection des femmes et pour l'accompagnement des associations qui aident à les protéger. Donc cette politique, on va continuer de la déployer. Et je ne crois pas à un chiffre magique, et je conteste le chiffre sur le budget qui ne regarde qu'une toute petite partie de l'équation, mais j'y mettrai tous les moyens pour que non seulement ce chiffre baisse, mais qu'on arrive à lutter contre cela. Et j'oublie pas aussi ce qu'il faut mettre dans l'éducation et la prévention, parce qu'à la fin, il faut surtout que les jeunes garçons, les jeunes hommes soient éduqués de telle sorte qu'ils ne soient pas violents avec leurs compagnes. Et c'est aussi un des leviers. Restez avec nous, Emmanuel Macron. Il est 8h44. Vous allez dialoguer dans quelques instants avec les auditeurs de France Inter. Et on retrouvera ensuite éditorialiste et spécialiste du 7-9 sur les questions économiques, politiques et environnementales. À tout de suite. Vivez la présidentielle avec France Inter. Retrouvez les émissions pour la campagne officielle enregistrées par les candidats tous les jours sur France Inter à 14h50, 20h50 et 23h50. Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter. Salut, c'est Bernard Lavillier. Ce mardi, soirée événement avec Bernard Lavillier. J'ai revisité mes chansons avec le Philharmonique de Radio France. C'est une ville que je connais. Un concert unique, des versions inattendues. À bientôt. Lavillier symphonique, c'est ce mardi en direct sur France Inter à partir de 20h. 8h45. France Inter, Élysée 2022. Léa Salamé, Nicolas Demorand. Candidat face au 7-9. Allez, c'est à vous de jouer maintenant, amis auditeurs de France Inter. Vous êtes nombreux au standard 01 45 24 7000 pour dialoguer maintenant avec notre invité, Emmanuel Macron. La parole pour commencer à Jacques. Bienvenue, bonjour. Bonjour Monsieur Macron, bonjour et merci à l'équipe de France Inter. Tout d'abord, Monsieur Macron, s'il vous plaît, gardons la taxe audiovisuelle. Elle est très modique et nécessaire. Bon, j'en viens maintenant à ma question principale. Bon, personnellement, j'ai quitté... On n'a pas fait exprès, hein. Oui. Allez-y, monsieur. Allez-y, Jacques. Non, vous avez 2 journalistes très heureux que vous ayez commencé par là. Mais je vais aussi vous répondre. Je n'en doute pas, mais pour moi, c'est vraiment essentiel. Hein. Bah écoutez, merci. Allez-y, Jacques. Personnellement, j'ai quitté le PS en 2017 pour participer activement à votre campagne. Et une de vos premières décisions a été de supprimer l'ISF, ce que je trouve toujours aussi scandaleux.
Vous aviez expliqué à l'époque que les bénéficiaires allaient, selon vous, investir en contrepartie dans l'économie, ce qui était totalement contredit par un rapport que vous aviez commandé. Alors, Monsieur Macron, allez-vous rétablir l'ISF? Ce serait pourtant une mesure de bon sens, de solidarité nationale et de participation de tous à l'effort national. Moi, personnellement, si vous ne revenez pas sur cette décision de suppression du ISF, je serai obligé de voter blanc. Bien compris, malgré la menace. Bien compris, Jacques. Merci pour cette intervention. Jacques, Emmanuel Macron vous répond. Bonjour monsieur, d'abord merci pour votre engagement de 2017. Je répondrai en 3 points. Le premier sur la taxe audiovisuelle, puisque vous l'avez mis sur la table. La taxe audiovisuelle, c'est 138 € par an par contribuable, donc c'est modique, mais enfin pour beaucoup de gens, quand on a du mal à finir le mois et qu'on finit le mois à l'euro près, c'est du pouvoir d'achat. Et donc j'assume de le supprimer pour redonner du pouvoir d'achat, premièrement. Deuxièmement, c'est un impôt qui est maintenant très coûteux à prélever parce qu'il était accroché à la taxe d'habitation. Comme j'ai supprimé la taxe d'habitation, le coût de prélèvement de la contribution pour l'audiovisuel public devient très important. Donc c'est plus logique de la supprimer. Troisièmement, au fond, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a l'idée de l'indépendance de l'audiovisuel public. Absolument. Et de son budget. Oui, c'est ça. Et donc c'est ça ici sur lequel je veux clarifier les choses. C'est aussi ma grande différence avec le projet de Madame Le Pen qui propose, elle, de supprimer pour privatiser. Moi je tiens à l'audiovisuel public et à son indépendance, mais ça n'est pas dépendant d'une taxe. Et je vais vous expliquer pourquoi. La contribution à l'audiovisuel public représente 3,9 milliards d'euros. Sur ces 3,9 milliards d'euros, 700 millions d'euros sont déjà payés par l'État en raison des exonérations qu'il paye à la place des contribuables. Et en plus de ça, vous avez plusieurs centaines de millions d'euros par an, depuis maintenant plus de 10 ans, qui sont payés par l'État, parce que le budget de l'audiovisuel public dépasse ce que la contribution apporte. La clé, c'est est-ce que le gouvernement utilise cet argent pour faire de la régulation annuelle et faire pression sur les journalistes et les rédactions. C'est-à-dire que s'il y a un reportage qui ne vous plaît pas, vous menacez le directeur de France 2 ou de Radio France de couper. Donc, ce que je veux dire, c'est que d'ores et déjà, depuis 3 présidents, vous avez une situation qui permettrait de faire ça. Aucun, ni le président Sarkozy, ni le président Hollande, ni moi-même ne l'avons fait. Et donc le système actuel déjà ne garantit plus cette indépendance. Parce que vous avez une taxe qui permettait théoriquement de préserver cette indépendance, mais qui ne la garantit plus parce qu'elle n'est pas suffisante pour couvrir les besoins de l'audiovisuel public. Donc je le dis juste, le système est hypocrite. Alors comment vous assurez l'indépendance ? Et donc comment on l'assure ? Comment faire mieux si c'était déjà pas bien ? Eh bien c'est simple, on fait mieux en faisant comme pour tous les pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'on définit un budget, on donne de la visibilité pluriannuelle, et ce budget, il est voté par le législateur et il ne donne pas lieu à ce qu'on appelle de la régulation budgétaire dans l'année par le gouvernement. Et j'ai un exemple très simple pour vous donner la comparaison. C'est le Conseil constitutionnel. C'est un pouvoir public. Le Conseil constitutionnel est indépendant. Et il n'y a pas de contribution au Conseil constitutionnel. Vous ne payez pas une taxe pour que le Conseil constitutionnel soit indépendant. Il a un budget qui est voté par le Parlement, c'est-à-dire le peuple souverain ainsi représenté. Mais le gouvernement n'a pas le droit de changer dans l'année ce budget. Il en sera de même pour l'audiovisuel public. Donc un budget sur 5 ans qui ne Donc il faut un budget sur 5 ans. Il faut qu'un budget pluriannuel. Je ne vais pas préempter ce que le législateur aura à faire, mais il faut un budget pluriannuel. La clé pour moi, c'est qu'il ne puisse pas y avoir de régulation infra-annuelle par le gouvernement. Que l'exécutif ne porte pas pression. Maintenant, je vous demanderai aussi d'être honnête collectivement. Ça fait 5 ans que vous me pratiquez comme président. Il n'y a jamais eu une intervention de ma part sur un journaliste, un programme ou quoi que ce soit dans l'audiovisuel public. Les présidents changent. Hein. Jamais. Non, je sais bien, c'est pour ça que le système... C'est ça l'intérêt des institutions. Exactement. Hein. Mais c'est pour ça que ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, la redevance, elle ne vous protège d'ores et déjà plus. Et donc le système que je veux instituer est plus protecteur. Mais comprenez la... Deuxième point sur l'USF. Oui, sur l'ISF. C'est ça la question, Jacques. Cher Jacques, parce que vous êtes un engagé de 2017 à mes côtés, j'ai fait exactement ce que je m'étais engagé à faire sur l'ISF. Je ne l'ai pas supprimé. J'ai transformer un système qui taxait l'enrichissement dans notre pays en distinguant 2 types de fortunes. Celles et ceux qui, dans notre pays, s'enrichissent et réinvestissent. Je leur ai enlevé l'ISF qu'ils payaient sur ces réinvestissements. C'est tout à fait vrai. Conformément à mes engagements. Mais j'ai gardé un impôt sur la fortune immobilière qui s'appelle l'IFI, c'est l'acronyme. Que d'ailleurs, Madame Le Pen veut supprimer. Elle veut faire exactement le contraire. C'est-à-dire, elle veut remettre un impôt sur les gens qui investissent dans l'économie, mais elle veut enlever l'impôt sur les châtelains. Ce qui est absurde économiquement, je vous le dis très sincèrement. J'assume, d'abord, j'ai fait ce que j'avais dit.
Donc j'étais transparent, c'était dans mon projet. La deuxième chose, je regarde les chiffres de l'attractivité française, la dynamique de création de start-up, la dynamique d'investissement des Français comme des étrangers, la réforme que nous avons faite en supprimant une partie de l'impôt sur la fortune, la partie réinvestie dans l'économie, et ce que nous avons fait sur les taxations du capital, a montré son efficacité parce qu'il n'y a jamais eu autant d'investissements productifs en France et on est numéro 1 en termes de création de start-up, d'attractivité. C'est comme ça qu'on réindustrialise. Donc je garderai le même système, je ne ferai pas d'instabilité financière et fiscale sur ce sujet. Et que les riches soient aujourd'hui plus riches à la fin de votre quinquennat. Alors d'abord, quand on regarde les chiffres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé de l'activité. Et donc moi, je me réjouis d'avoir créé 1 200 000 fiches de salaire. Et je me réjouis d'avoir redistribué du pouvoir d'achat, essentiellement d'ailleurs sur les classes moyennes. Et quand on regarde les chiffres de l'INSEE ou autres, c'est là qu'on a remis. Et sur les plus riches? Et donc sur les plus riches, ce que je regarde, c'est que j'ai mis fin à un système hypocrite. Parce que les très riches, ils ne payaient pas l'ISF. Et vous le savez très bien, parce que de chroniques en plumitif du mardi soir et autres, on savait que les vrais riches, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partaient. Et donc le pays s'appauvrissait. Mais bien sûr que si. Ils montaient. Enfin, pardon de vous le dire, mais c'est exactement ce qui se passait. Il suffisait de mettre des structures de holding où on plaçait de la dette et les gens ne le payaient pas. Et la réalité est là, les chiffres sont là de manière historique pour le montrer. Par contre, il y a un point, je veux le dire à Jacques, parce que je veux le convaincre de ne pas voter blanc. Et moi, je veux donner la parole à Emmanuel. Non, mais Jacques, alors dites-le à Jacques pour commencer. Un autre. Mais Jacques, il y a deux choses. D'abord, il y a une chose dans mon projet, là, qui je crois est très forte et qui, en termes d'égalité, est pour moi très structurante parce que c'est une réforme du système dans son cœur, c'est le dividende salarié. C'est que quand une entreprise crée de la richesse, elle distribue du dividende à ses actionnaires, très bien. Mais je veux créer un mécanisme où quand elle distribue du dividende à ses actionnaires, de manière obligatoire, elle doit faire ou de l'intéressement participation ou de la prime pouvoir d'achat que je porterai jusqu'à 6 000 € sans charge ni impôt en même temps. Pour que quand on crée de la richesse, il y ait l'actionnaire et le travailleur qui gagne. Voilà. Et ça, je pense que c'est un élément de justice beaucoup plus fort. Emmanuel, bonjour, bienvenue sur France Inter. Vous avez la parole. Bonjour, je suis une personne handicapée et j'ai 2 enfants handicapés. Une entre 50 et 79% et l'autre qui est invalide. Je suis une handicapée parmi les 12 millions en France et une personne aidante parmi les 9 millions de personnes aidantes en France, aidantes familiales. La majorité, en 2017, a voté Front National, enfin Rassemblement National. Vous nous aviez proposé énormément de choses dans votre programme, Monsieur Macron, et vous n'avez pas tenu vos promesses. Et personnellement, je ne sais pas pour qui je vais voter. Vous n'avez pas tenu vos promesses en matière d'indemnité pour les personnes invalides, pour les AESH, pour les institutions, les futurs professionnels que nous attendons depuis toujours. Emmanuel, j'aimerais que nous ayons le droit de vivre dignement, de nous déplacer dignement, de voyager, enfin de vivre comme tout le monde. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel pour votre intervention, ce témoignage. Emmanuel Macron vous répond. Alors, bonjour madame, et merci de votre témoignage. Je vais quand même revenir sur les quelques points que vous avez évoqués pour défendre mon bilan. J'avais pris l'engagement d'augmenter l'allocation adulte handicapé de 90 € par mois. Je l'ai tenu. Cet engagement a été tenu et l'allocation adulte handicapé a été revalorisée conformément aux engagements pris en 2017. J'avais ensuite pris l'engagement, vous avez évoqué les AESH, qui sont donc ces personnes qui accompagnent nos enfants en situation de handicap à l'école, d'en augmenter le nombre, de leur donner un statut et d'améliorer les choses. Quand je regarde le bilan de ce quinquennat, nous avons permis à plus de 80 000 enfants par an de plus d'aller à l'école de la République. Quand j'ai été élu, il y avait environ 320 000 enfants par an qui allaient à l'école de la République. Il y en a 400 000. Pourquoi ? Parce que nous avons embauché plus d'AESH, parce que nous avons mis fin à de la précarité qu'il y avait en créant des contrats là où il y avait beaucoup d'intérim et de vacations.
qu'est-ce que nous avons commencé de faire et qui n'est pas terminé sur ce sujet, où vous pouvez là me faire des reproches, et ça fait partie du projet que je veux porter, c'est que nous n'avons pas suffisamment créé de postes d'AESH et surtout stabilisé cette profession. Parce qu'elle n'a pas un temps plein. Et donc vous avez beaucoup d'AESH qui abandonnent ou qu'on a du mal à recruter ou qui vivent encore sous le SMIC parce qu'ils ne travaillent pas 35 heures. C'était la proposition de loi portée par quelqu'un de votre majorité, M. Bonnel et M. Ruffin. Vous l'avez rejeté. Il y avait plusieurs choses dans ce texte de loi, mais c'est pour ça que sur ce sujet, je l'ai dit, moi je ne suis pas législateur, mais j'ai repris cette partie, elle est dans mon projet aujourd'hui, parce que nous avons essayé d'y répondre il y a 18 mois en mettant en place des plateformes qui permettent de prendre plusieurs enfants pour que des AESH aient des temps pleins. La grande difficulté, c'est que ça dépend beaucoup des situations de handicap, et par exemple, quand vous vous occupez de plusieurs enfants en situation d'autisme, c'est très dur d'avoir parfois plusieurs jeunes. Donc ces plateformes sont une bonne chose, mais c'est insuffisant. Et donc on va mettre en place pour les AESH un temps plein en faisant quoi ? En permettant de reconnaître le temps d'accompagnement hors de l'école, dans les temps de cantine, dans les temps pour faire les devoirs, pour qu'on ait des AESH qui soient à 35 heures. Et donc là, le programme a été aux 3/4 tenu, si je puis dire, mais il faut aller plus loin pour permettre d'accompagner ces AESH. Enfin, je veux continuer de faire beaucoup de choses pour les personnes en situation de handicap, et sur les sujets en particulier d'accessibilité, puisqu'Emmanuel en parlait, mettre en place, parce que l'accessibilité c'est beaucoup lié aussi aux projets qui sont portés par les collectivités locales, qui reviennent à juste titre vers le gouvernement en disant on n'a pas les moyens. Et donc c'est pour ça que dans les financements prévus, il y a un fonds pour permettre d'accompagner justement les travaux d'accessibilité sur les équipements existants. Allez, retour au standard. Bonjour Aurélien, bonjour. Bonjour, bonjour Madame Samy, bonjour Monsieur Demoy, bien sûr, bonjour Monsieur Macron. Bonjour Monsieur. Bonjour. J'ai une question concernant ce que vous aviez déclaré fin 2017, que plus personne ne dormirait dans la rue avant la fin de l'année 2018. Vous n'avez pas pu tenir votre promesse, peut-être à cause des crises qui ont été très préoccupantes, mais vous ne reparlez pas de cette mesure que vous pourriez prendre dans votre futur mandat éventuel. Qu'en est-il du coup de ce que vous aviez déclaré ? Merci Aurélien. Emmanuel Macron, réponse. Alors, j'avais tenu cet engagement de mémoire sur une question précise qui était les demandeurs d'asile. Et je l'avais tenu justement, je crois me souvenir, à Orléans, sur ce sujet. Juste pour le remettre en contexte, parce qu'il y a eu beaucoup de déclarations historiques de responsables politiques sur le zéro SDF. C'est un engagement que je n'avais pas pris en campagne ou autre, mais que je voudrais essayer de tenir. Nous avons en fait beaucoup amélioré, grâce au travail extraordinaire des associations et des maires, la situation pendant la crise Covid. Et on s'est aperçu qu'on pouvait l'améliorer avec un travail plus coopératif en y mettant les moyens. Nous n'avons jamais investi, la nation n'a jamais autant investi dans l'hébergement d'urgence. Pendant la crise Covid, et on l'a maintenu l'année dernière, on a mis l'équivalent de 2 milliards d'euros par an sur la politique d'hébergement d'urgence. Et donc on a quasiment tenu cet objectif. D'ailleurs, ce que font les différentes villes qui consistent à aller vérifier, l'a montré parce qu'on a eu des chiffres historiquement bas. Et pourquoi ? Parce qu'on a arrêté, comme le disent les associations très bien, la FNARS et d'autres, on a arrêté la gestion au thermomètre. Et donc on a continué les investissements même quand il ne fait pas froid. Et donc je souhaite garder cette politique. Si on veut, après je ne veux pas rentrer dans des éléments trop techniques et continuer, mais je veux continuer cette politique d'investissement et qui ne soit pas gérée au thermomètre, continuer à le faire avec des associations auxquelles on doit beaucoup, Abbé Pierre et d'autres. Et si on veut y arriver, il faut faire plusieurs choses. Réduire pour les demandeurs d'asile le temps d'instruction, parce que ce sont beaucoup de demandeurs d'asile qui aujourd'hui sont dans l'hébergement d'urgence. Et 2, réussir à sortir le plus vite possible de l'hébergement d'urgence les gens précaires, grâce au plan Logement d'abord, qui était un de mes engagements de 2017, qui s'est développé. Et si on peut aller encore plus loin, c'est là qu'on sort beaucoup de nos compatriotes de l'hébergement d'urgence, qu'on libère des places pour permettre à des gens qui sont dans la rue d'être hébergés en urgence, et ensuite à des gens de rentrer dans un parcours de logement. Je crois que je dois m'arrêter, mais il y aurait beaucoup à dire parce que c'est une politique essentielle de la nation. Mais on se retrouve dans 2 minutes, Emmanuel Macron, pour la suite de cette matinale spéciale France Inter 9h. Le flash, Laurence Thomas. La justice française a délivré un mandat d'arrêt international contre Carlos Ghosn. L'ancien patron de Renault-Nissan est visé par une enquête, notamment pour abus de biens sociaux et blanchiment. Il devait être jugé à Tokyo pour malversation financière, mais depuis sa fuite rocambolesque du Japon fin 2019, Carlos Ghosn vit à Beyrouth au Liban. En France, les enquêteurs s'intéressent à près de 15 millions d'euros de paiements considérés comme suspects entre Renault-Nissan et le distributeur du constructeur automobile français à Oman.
Renault, justement, qui voit son volume de vente de voitures au plus bas depuis 13 ans, chute de 17% de ses ventes au premier trimestre, à cause notamment des pénuries de semi-conducteurs et de la perte de son deuxième marché, la Russie, où ses activités ont été suspendues à cause de la guerre. L'armée française accuse les mercenaires russes du groupe Wagner de manipulation. Elle a filmé à l'aide d'un drone ces mercenaires proches du Kremlin en train d'enterrer des corps près de la base de Gossi dans le Nord-Mali, et cela dans le but d'accuser la France d'avoir laissé un charnier derrière elle. D'ailleurs, ce matin sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, entre policiers israéliens et manifestants palestiniens, des pierres ont été lancées contre le mur des Lamentations, site de prière le plus sacré du judaïsme. Il y a une trentaine de blessés. Le port stratégique de Mariupol résiste encore aux forces russes, contrairement à ce qu'affirme Vladimir Poutine. La ville martyre, assiégée depuis bientôt 2 mois, n'est pas tombée. Des milliers de combattants ukrainiens continuent à se battre avec acharnement pour défendre l'immense complexe métallurgique Azovstal. Un suspect mis en examen en Allemagne à la demande de la fillette de la justice portugaise dans le cadre de l'enquête sur la disparition de la fillette britannique Maddie McCann. L'affaire avait suscité un émoi international il y a près de 15 ans. Emmanuel Macron, Marine Le Pen sur le terrain jusqu'au bout pour le dernier jour de la campagne officielle du second tour de l'élection présidentielle. Le président sortant tiendra un dernier meeting aujourd'hui à Figeac dans le département rural du Lot, et Marine Le Pen se déplace à Abbeville dans le Nord-Pas-de-Calais. Il est 9h03. On retrouve Nicolas Demorand, Léa Salamé et leur invité Emmanuel Macron. Merci Laurence Thomas. Il est 9h, oui, et 3 minutes. France Inter, Élysée 2022. Léa Salamé, Nicolas Demorand, un candidat face au 7-9. Et retour donc dans cette matinale spéciale Élysée 2022. Notre invité est aujourd'hui Emmanuel Macron. Jusqu'à 9h30, vous allez être interrogé par les éditorialistes et les spécialistes du 7-9. Pierre Aski sur l'Ukraine, Thomas Legrand sur cette vaste question. Qu'est-ce que le macronisme? Sandy Dauphin sur le réchauffement climatique, les énergies fossiles. La dernière question culturelle vous sera posée par Augustin Trapenard. Dans une petite seconde, c'est Dominique Seux sur l'économie et la question des retraites, mais un mot sur l'actualité. La justice française a émis aujourd'hui un mandat d'arrêt international contre Carlos Ghosn, l'ancien patron de Renault-Nissan. Pouvez-vous nous en dire plus? Non, je ne vais pas commenter ce qui est une décision de justice qui se fait de manière indépendante, mais je pense qu'il faut que la justice puisse faire son travail avec tout le monde, tout ressortissant, où qu'il soit. Dominique Seux, à vous. Alors, la réforme des retraites, on y vient. S'il y a une chose que les Français ont retenue de votre programme, c'est l'idée des 64 ou 65 ans. En tout cas, il y a 100% des Français ont ce chiffre en tête. Tous les syndicats y sont hostiles. Tous. Est-ce que, si vous êtes réélu, il n'y a pas un risque ou une quasi-certitude qu'il y aura des mouvements sociaux et que, à l'été, à l'automne, le pays repartira dans une conflictualité alors que le pays a plutôt besoin de repos? Bon, d'abord, moi je pense qu'on a des forces syndicales, patronales qui sont responsables. Et nous l'avons vu au moment de la crise Covid, où on a réussi à prendre des décisions historiques sur, par exemple, l'activité partielle longue durée, et donc un chômage partiel à la française qu'on a inventé, qui nous a permis de sauver des emplois. Et donc, moi, ce que je veux faire dans les premières semaines du quinquennat, si les Françaises et les Français me font confiance, c'est aussi expliquer le projet, les contraintes avec les forces politiques, les forces syndicales et patronales. Ça veut dire une grande réunion, conférence sociale? Oui, parce que je pense qu'on a à regarder juillet, c'est ça? À l'été. Je ne vais pas m'engager sur un mois parce que juin n'est pas forcément un mois neutre et vide. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre sur la table? Comment on continue à avoir une économie française qui est compétitive, qui crée de l'emploi et qui continue de se réindustrialiser pour aller vers le zéro carbone? Comment on arrive à résoudre le problème du pouvoir d'achat, dont la première réponse est le travail et le partage de la valeur ajoutée? Et comment on met en place les progrès sociaux et on les finance? Il n'y a aucune politique qui puisse se financer de manière sûre s'il n'y a pas une contrepartie. Ce que je dis, c'est que si on veut faire... Donc vous mettez tout dans la balance, bien sûr, des avancées sociales d'un côté, de l'autre côté, un effort sur les retraites. La force de notre économie, je veux dire, à la fin, l'alpha et l'oméga, c'est la force d'une économie. Si vous n'avez pas une économie qui produit de la richesse, vous ne pouvez pas la redistribuer. Bon, et donc il faut continuer à avoir une économie qui produit, qui nous permet d'aller vers le plein emploi. Ensuite, il y a des progrès du grand âge, en passant par la santé, ou l'amélioration de nos pensions, puisque ce que je veux faire, c'est réindexer les pensions dès le 1er juillet,
plus 4,5%, et pouvoir passer le minimum contributif à 1 100 €. Bon, tous ces progrès sociaux, il faut les financer. Or, le système des pensions est aujourd'hui déséquilibré. Le corps nous le dit, il est déséquilibré chaque année, et il le sera vraisemblablement jusqu'au milieu des années 2030. Donc, j'ai dit face à ça, comment on répond au problème? D'où l'idée 64 ans en 2028 et 65 ans en 2031. Ce qu'il faut mettre en face pour les syndicats et comme pour le patronat, ce sont aussi les progrès qu'on met en face. Et donc, dans le dialogue social, c'est le rythme des progrès. Comment on fait? On améliore les choses pour l'autonomie. Comment on le finance? Comment on améliore les choses? Et à quel rythme on monte le minimum contributif de 980 à 1 100 €? Et comment on prend en compte la pénibilité individuelle? Donc, moi, je crois... Est-ce que le risque social de mouvements sociaux, ou alors vous direz aux syndicats qui sont effectivement très remontés contre ce projet, et unanimement, vous dites aux syndicats, écoutez, la démocratie aura parlé, si vous êtes réélu, et donc, circuler, il n'y a pas grand-chose à voir. Je dirais aux syndicats, ça fait partie de ce à quoi je crois profondément, et vous savez, je crois dans mon idéalisme. Parce qu'à chaque fois que j'y ai mis les moyens et la volonté, on a pu changer les choses. J'étais idéaliste il y a 5 ans de penser qu'on pouvait en effet dépasser les clivages politiques et y arriver. On a réussi. Ben, moi, je suis un peu idéaliste et je l'ai été pendant la crise. Il y aura les moyens d'éviter un grand mouvement social. Mais je pense qu'on peut le faire si, honnêtement, est-ce qu'il y aura... on invente aussi une forme de dialogue social nouvelle. Et j'ai envie de le faire parce que je vois aussi, je vais vous le dire franchement, les partenaires sociaux dans cette période. Je ne peux pas faire comme s'ils n'avaient pas pris leurs responsabilités, ils n'avaient pas envoyé des messages clairs. Effectivement. Est-ce que et ils les ont pris de manière historique, référendum possible avec sur les retraites plus difficile, une base qui était plus difficile. Et donc je ne peux pas faire comme si ce n'étaient pas des acteurs courageux. Emmanuel Macron. Et donc ils sont tous courageux, grandes associations, partenaires sociaux. Et je pense qu'on ne peut pas construire l'avenir du pays sans trouver un accord. Référendum. Alors on va, voilà, comme disait Léa tout à l'heure, on va raccourcir les questions et les réponses parce qu'on a vraiment très peu de temps. Donc oui ou non, référendum, oui ou non, c'est possible? Non, je ne prendrai pas du tout d'engagement ici. Sur référendum, c'est un instrument à la main du président de la République. Donc, il le reste. Et moi, c'est un instrument qui me semble important. Je pense que sur un sujet comme ça, c'est d'abord la concertation, la discussion, le respect de toutes les parties prenantes. Dernière question, comment est-ce que vous pouvez expliquer aux Français qui exercent des métiers fatigants et souvent manuels, mais qui ne sont pas forcément dans les catégories dites actives, les soignants, qui ne sont pas travailleurs dans la chimie, ou qui ne sont pas comme vous et nous, comme vous disiez, qui avons la chance d'avoir des métiers qui nous passionnent et pas physiquement fatigants. Comment expliquer que des millions et des dizaines de millions de personnes vont travailler et peuvent travailler physiquement jusqu'à 64 ou 65 ans? D'abord, ça dépend de ce qu'on appelle fatigant. Vous l'avez vous-même dit. Et c'est pour ça que les critères de pénibilité, que je veux qu'on puisse négocier, sont des critères plus fins. Il y a des catégories actives. Elles resteront. Quelle proportion des Français partent en catégorie en pénibilité dans votre c'est ça qui fait partie de la négociation. Mais ce que je veux ici dire, c'est que pour moi, ça doit être. C'est pour ça qu'il y a énormément de matière à négociation. Il faut qu'on puisse mesurer ce qui dans votre temps de vie a été de la fatigue. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une partie de votre vie, vous allez travailler par exemple de nuit, ou vous allez travailler dans un environnement qui est plus fatigant. Ça se mesure. Ça se mesure en réinvestissant par ailleurs sur la médecine du travail et la prévention. C'est pour ça que dans mon projet, il y a aussi les 3 bilans de santé à 25, 40, 65 ans. 20 ou 30% des Français qui partiront vers 64 ou 65 ans. Mais ce que je ne sais pas vous donner une proportion aujourd'hui. C'est le dialogue social et l'évolution de la société qui permettra de le faire. Aussi parce que vous ne savez pas dire comment le monde du travail va évoluer. Pourquoi? Parce que je veux qu'on puisse aussi accompagner les mouvements de modernisation. L'industrie s'est transformée ces 10 dernières années. Le travail industriel posté, qui était pénible il y a 10 ans, dans les industries qui ont fait ces innovations, qui ont robotisé, ce travail n'est plus pénible. Parce qu'aujourd'hui, vous avez été formé, vous êtes derrière une machine, vous ne portez plus des charges. Donc, quand le travail se transforme, la pénibilité doit se transformer. C'est là où je dis c'est un critère individuel, parce que je ne veux pas qu'on recrée des régimes spéciaux. Mais je veux qu'on change notre mentalité par rapport au travail. Et pour moi, c'est pour ça que je crois à la négociation. Emmanuel Macron. Non, mais c'est hyper important. Mais oui. Le travail est quand même une chance, c'est ça qui donne la liberté, la possibilité de vivre. Et donc, par les transformations du travail, on va aussi créer
des critères qui sont plus individualisés, qui vont permettre de prendre en compte l'évolution de ces conditions de travail, inciter à moderniser et à améliorer. Et c'est pour ça que c'est aussi, pour moi, un chantier d'amélioration des conditions du travail, en particulier des fins de carrière. Et c'est un formidable chantier de liberté. Je veux finir sur ce point qui est très important. Je veux permettre... Comme dirait Léa Salamé, question rapide, réponse rapide. Oui, mais c'est un projet de société. D'abord, parce que dans mon projet, il y a aussi le contrat... J'aimerais qu'on passe la parole à Sandy Dauphin, vraiment, s'il vous plaît. C'est hyper important parce que c'est un élément de liberté. Les gens pourront accumuler des RTT et de la liberté et soit le monétiser dans leur vie, soit décider de prendre 6 mois, 1 an durant leur vie de travail. Et puis en fin de carrière, ils pourront commencer à prendre leur retraite de manière progressive et ils pourront continuer à être à la retraite et travailler quelques heures tout en ayant les cotisations. Et donc, mon idée, c'est de lisser aussi ces parcours beaucoup plus. On passe aux questions d'écologie et d'environnement avec vous. Merci Dominique Seux, avec vous Sandy Dauphin. Le réchauffement climatique, pour commencer. Bonjour, vous dites que vous allez aller 2 fois plus vite, vous allez faire de la France la première nation à sortir du pétrole, du gaz, du charbon. Comment faites-vous et surtout à quelle échéance? Alors, plusieurs choses. D'abord, le gaz, comme vous le savez, on est beaucoup moins dépendant que les autres. À court terme, on en a encore besoin pour notre industrie et pour une partie de nos usages domestiques, mais on est beaucoup moins dépendant, je dirais, que l'Allemagne ou d'autres voisins. La manière de sortir du gaz, c'est d'accélérer l'électrification et de le substituer progressivement par de l'hydrogène et de décarboner nos industries en investissant. Donc sur le sujet du gaz, on a plusieurs pistes. Les grands programmes de décarbonation de notre industrie qu'on a commencé. Et là, ce sont des investissements massifs. Sur des grands sites industriels, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Les cimenteries, les aciéries. Et ensuite, sur nos usages en termes de mobilité, les transports, etc., c'est la transformation de notre flotte pour aller vers de l'hydrogène. Et c'est la production d'un hydrogène décarboné par le nucléaire et le renouvelable. Mais est-ce que vous pouvez sortir du gaz en un quinquennat? 40% des logements sont chauffés au gaz aujourd'hui en France. Alors, en un quinquennat... Comment vous faites sans laisser les gens sur le carreau, ceux qui n'ont pas les moyens de changer de mode de chauffage? Qu'il s'agisse du gaz comme de la voiture, même en doublant les investissements, vous n'en sortez pas en un seul quinquennat. Je pense que ce n'est pas raisonnable et possible. Y compris sur les hydrocarbures fossiles comme le pétrole. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui raisonnablement que vous allez passer 100% du parc en électrique ou hybride. Je vous mentirais à dire ça, c'est impossible en un quinquennat. Par contre, ce que je veux faire, c'est sortir les logements qui sont les plus dépendants de leur dépendance au gaz pour aller donc soit vers de l'électrique, soit vers d'autres modes de chauffage qui permettent de décarboner. Et donc ça suppose de faire quoi? J'ai un objectif qui là me paraît tout à fait crédible, de 700 000 rénovations énergétiques par an. Il est crédible parce qu'on a fait 650 000 en 2021 grâce au changement de MaPrimeRénov'. Donc là, on peut vraiment commencer à transformer le parc et sortir surtout les logements qui sont les plus fragiles de ce point de vue-là. Je déteste le terme de passoire thermique, mais c'est les logements qui sont en fait les plus énergétivores et qui souvent sont dépendants aux fossiles. Et ensuite, ce que je veux pouvoir faire, c'est sortir beaucoup plus de véhicules, de vieux parcs en particulier automobiles, qui sont ou au gasoil ou à l'essence, qui sont les plus polluants et les plus consommateurs, et permettre d'abord garder le système qui a permis à 1 million de nos compatriotes de changer de véhicule. Mais là où je veux l'accélérer, c'est que je veux mettre en place ce système de leasing. Alors comment ça marche? Parce que vous dites, ok, on va faire une voiture électrique à moins de 100 € pour les gens. Oui. Mais alors ça veut dire quoi? L'État va devenir opérateur, il achète des flottes de véhicules, il les loue. Comment ça fonctionne en fait? Qui apporte l'argent? Alors, il y aura un système, il faut un tiers garant, comme on l'a fait d'ailleurs sur les systèmes de logement de rénovation. Ce que je veux plutôt faire, parce que c'est un acteur qui est adapté à ça, c'est que la Caisse des dépôts soit ce tiers garant. Le monde automobile connaît très bien ces systèmes de financement. Mais si on part de l'usager, comment ça marche pour lui? En fait, l'usager, sous condition de ressources, donc c'est ça qu'on va définir et concerter, parce qu'on ne va pas payer un leasing à des ménages qui ont les moyens. Mais donc sous condition de ressources, comme on le fait pour la rénovation thermique de votre logement. Et donc jusqu'à un certain niveau de revenu, vous serez éligible à un dispositif qui permet de prendre en compte votre reste à charge, qui par exemple, quand vous êtes un couple qui touche le SMIC ou un peu plus, fait que vous ne pouvez pas, malgré les aides, acheter un véhicule électrique parce que vous avez un reste à charge qui va être de 12, 13, 15 000 euros. Et donc, c'est très clairement soit les captives automobiles, soit la Caisse des dépôts. En tout cas, on va créer un système qui va lier les deux et qui va vous permettre d'être éligible à ce guichet, qui va être un guichet parapublic, et qui vous permettra, sous condition de ressources, d'avoir accès à ce véhicule
et de l'avoir pour 80 € ou 90 € par mois. Je ne veux pas ici faire de promotion, je n'ai pas le chiffre. En pleine crise énergétique, est-ce qu'il n'y a pas deux forces contradictoires? À la fois, on dit qu'il faut sortir très très rapidement des énergies fossiles, et compte tenu de la flambée des prix, vous êtes obligé, et on le comprend, de mettre des boucliers tarifaires pour aider les gens à payer le gaz et leur plein d'essence. Mais alors, du coup, on les enlève quand, ces boucliers? Et quand on les enlève, qu'est-ce qui va se passer? Alors, d'abord, vous avez raison de dire qu'il y a une tension contradictoire, qu'on a vécue à d'autres moments, quand on a été trop vite et qu'on n'a pas accompagné socialement la montée des charges. Pourquoi? Parce que la transition écologique, elle ne peut être que sociale. Et je vous dis ça... pour en avoir subi les blessures, parce que je ne l'avais pas assez compris. Gilets jaunes. Oui, c'est une réalité. Et donc si on laisse des gens dans l'impasse monétaire, financière, ça ne marche pas. Parce que ce sont les plus modestes qui trinquent. Donc le bouclier, je l'assume, et c'est d'ailleurs ma grande différence avec le projet de Madame Le Pen, parce qu'elle baisse la TVA sur toutes les énergies fossiles. Mais vous ne le ciblez pas, parce que tout le monde en profite du bouclier. Alors, il y a deux choses. Sur les énergies, je ne peux pas le cibler parce que c'est une mesure d'urgence. C'est une mesure d'urgence. Ça veut dire que les gens qui auraient les moyens de passer exactement, à autre chose, mais pourquoi ils le font pas. Ça a été très bien expliqué par les ministres quand ils l'ont fait. Le chèque inflation, on peut le cibler. Et on l'a ciblé monétairement. Mais quand on touche l'énergie ou le gaz, en fait, vous ne pouvez pas cibler les ménages parce que vous ne connaissez pas leur capacité contributive. Donc c'est une mesure d'urgence pour bloquer. L'idée, c'est que quand les prix reviendront, quand on sera sorti du pic, on enlève le bouclier. Pour qu'ensuite on revienne à une transition. Et après, il faut en effet accompagner les ménages. Donc là, il y a une situation de crise, surchauffe mondiale et guerre, qui a justifié ce bouclier. Mais il est temporaire, et ensuite, il faut continuer de faire la transition. Et c'est pourquoi j'assume de dire, moi, je ne vais pas, de manière pérenne, baisser la fiscalité sur les énergies fossiles, contrairement à d'autres projets politiques, parce que cet argent, je préfère le mettre dans l'accompagnement des ménages et des entreprises pour qu'ils se débarrassent du fossile et les accompagner dans leur équipement. Soit rénover leur logement, soit changer de véhicule, soit rénover leur enceinte agricole, soit rénover leur industrie. Question politique, et merci Sandy Dauphin. Question politique maintenant avec vous, Thomas Legrand. Cela fait 5 ans que vous posez dans vos éditos la question « Qu'est-ce que le macronisme ?» La réponse, c'est peut-être aujourd'hui. Oui, bonjour Monsieur le Président. En Marche, c'est le nom de votre parti, et c'est un moyen de locomotion, c'est pas un but. Quel est le but du macronisme? Mais je ne sais pas si je dois en fait répondre à vos questions, parce que je dois dire que, comme il faut imaginer Sisyphe heureux, je veux imaginer pour les prochaines années Thomas Legrand heureux. Et donc je ferai tout faire pour convaincre nos compatriotes de m'élire le dimanche prochain. Et continuer à m'écouter pour savoir. Exactement. Ouais. Merci. À part ça, non, mais donc là où je voulais en venir, c'est très drôle, mais là où je voulais en venir, c'était que finalement, vous avez défini, et vous l'avez redit tout à l'heure, l'espace politique de la social-démocratie au centre droit. Vous avez cassé cette barrière qui était peut-être un peu artificielle au milieu des deux, donc on comprend ça. Mais qui définit le macronisme au jour le jour? On a l'impression que toutes les décisions que vous prenez, elles ne sont jamais délibérées. La République En Marche, excusez-moi, mais la République En Marche, nous, en tant que journalistes, quand on va interviewer, quand on va interroger les gens de la République En Marche pour savoir de quoi est fait l'avenir, pour savoir ce qu'ils vont voter, quelles seront leurs décisions, ils se réfèrent toujours à l'Élysée. C'est-à-dire, je sais pas encore ce je sais pas encore ce que le PR a décidé. Et donc nous, on est obligés de faire une sorte de géographie comme ça, d'essayer de voir qui est influent, qui est proche de vous, etc. Donc en dehors de vous, est-ce que ça se délibère quelque chose, quelque part? Alors non, mais je vais essayer de. Si votre question est ce que je crois, je vais vous répondre de manière très claire. Après. La démarche politique qui a été la mienne il y a 5 ans était une démarche de dépassement des clivages, vous venez de le dire, qui je pense a été féconde parce qu'elle a permis en effet de faire travailler des femmes et des hommes qui n'avaient jamais travaillé ensemble. Ensuite, moi j'ai un guide, quelque chose auquel je crois, c'est le mandat politique qui est donné. Et donc je pense que le mandat que j'ai eu il y a 5 ans, comme celui que j'espère le peuple me donnera dans quelques jours, et en tout cas que je veux défendre, c'est mon guide. Bon. Après, là où vous avez totalement raison, c'est que c'est très difficile quand on est une formation politique jeune, pour pas dire qui s'est créée dans une élection, d'avoir des processus ensuite de délibération, de construction
et de tensions politiques, alors même qu'on est aux responsabilités, qu'il y a des décisions en crise à prendre. Surtout, et donc, surtout dans votre cas, parce que d'habitude, quand on arrive au pouvoir, on est l'héritier d'une grande lignée. Donc mais ce que je dis, parce que je suis une émergence. Voilà. Oui, alors moi je sais à peu près d'où je viens. Ouais, bien sûr, mais enfin vous venez de beaucoup d'endroits différents. D'un syncrétisme. Voilà, un syncrétisme. Bon, voilà, syncrétisme, c'est assez large. Par définition. Oui, c'est très bien. Mais non, mais pardon. Est-ce que je peux vous suggérer quelque chose? Je vais pas procéder à un processus de réduction pour parce que ça vous ferait plaisir. Est-ce que je vous suggérer quelque chose? Je vais répondre à votre question. Allez-y. Je vais dire mon guide et ce à quoi je crois. Je crois dans l'économie sociale de marché. C'est-à-dire, je crois dans l'économie de marché ouverte, ce qui me distingue par exemple des deux extrêmes. Je crois dans l'indépendance productive, industrielle, et donc dans la puissance du savoir, de la technologie, de la production. Ce qui renvoie à plusieurs familles politiques, mais enfin, c'est au cœur de ce que je crois. C'est très large. Non, mais oui, mais c'est pas partagé dans tous les champs. Et donc, je suis pour un investissement dans l'école, l'université, la recherche, la production, et je veux faire de la France une grande puissance de production agricole, industrielle, qui permettra la neutralité carbone. Vous dites donc on ne parle jamais de la République en marche. Je peux vous dire non. Non, mais attendez, vous me demandez, c'est moi qui suis en face de vous, comme dirigeant politique, et aujourd'hui comme président de la République et comme candidat. Mais donc, ce projet, celui d'innovation, de création, est important, mais je crois dans une économie de marché, mais j'ai pris ce terme très européen, économie sociale de marché, c'est-à-dire que nous croyons aussi dans la régulation de cette économie. Et donc, dans des services publics forts. En réalité, quand je vous demande ce qu'est le macronisme, c'est pas tellement le champ politique. C'est la façon. C'est la façon. Si vous me dites ce en quoi vous croyez. C'est la façon de gouverner. Est-ce que, par exemple, pour qu'on puisse vivre une démocratie plus vivante pendant le quinquennat, le prochain quinquennat, il pourrait y avoir des vrais débats. Tous vos concurrents, vos homologues en charge de l'exécutif en Allemagne, en Angleterre, en Italie, sont face à leurs parlementaires toutes les semaines. Et elles doivent répondre. Vous ne l'êtes pas pour des raisons institutionnelles, parce que vous êtes comptable devant les Français et pas devant les parlementaires. Et donc, il y a ce décalage. Est-ce qu'on pourrait imaginer que pour mieux définir le macronisme au jour le jour, vous puissiez avoir des débats avec des hommes politiques ou alors des interviews, des vraies interviews, pas simplement des face-à-face avec les Français qui sont jamais finalement très élaborés. C'est un face-à-face un peu brut. Est-ce qu'on pourrait avoir plus d'échanges? Il y a cette idée et qui a donné une image un peu d'arrogance. C'est une image qui vous colle un peu à la peau aussi. Oui, surtout si on la remet à chaque fois. J'ai compris que c'était un argument politique de certains. Pas non, mais votre question, d'abord, je me permets de dire, vous me posez une question sur l'objectif. Je commence à vous répondre et vous me renvoyez à la méthode. Sur la définition. La définition d'un pouvoir, c'est comment il mène son pouvoir. C'est d'abord où nous cherchons à aller. Non, mais donc moi, j'ai essayé de vous répondre modestement sur ce en quoi je crois, ce en quoi... Et là où nous essayons de conduire le pays. Donc il me semble que la définition passe aussi par un objectif. Et j'ai essayé de le clarifier. Vous me renvoyez à la méthode. Bon, très bien. Mais je pense que la méthode ne purge pas la question de l'objectif et de la fin. Si on en vient à la méthode, je voudrais pas vous prendre à contre-pied, mais l'arrogant de la table, c'est pas celui qui qualifie, comme vous l'avez fait, la discussion avec les Français. Moi, j'ai toujours considéré que discuter avec les Français, et entre nous, soit dit, c'était pas des discussions qui étaient à mépriser ou qui étaient moins intéressantes que d'autres. J'ai toujours beaucoup appris des discussions avec les Français. Bien sûr, c'est peu élaboré. Non, mais pardon, mais donc il n'y a pas différentes catégories de compatriotes. Ensuite, je me suis livré à des exercices d'interview politique ou autre tout au long du quinquennat. Pas beaucoup. Pas beaucoup, Emmanuel Macron. Autant que mes prédécesseurs. Beaucoup d'allocutions à 20h, mais pas beaucoup. Mais en période de crise, quand vous annoncez des mesures, mais elles ne m'ont pas empêché. Autant que vos prédécesseurs, donc vous n'avez pas révolutionné la politique. Non, c'est tout à fait. Non, mais je n'ai pas révolutionné l'exercice du pouvoir présidentiel, si c'est votre question. Et je ne voudrais pas qu'on écrase la définition, enfin en tout cas l'objectif d'une force politique et d'une méthode sur la présidence. Et au fond, ce que vous me dites, que j'entends très bien, c'est plusieurs choses ensemble. Et donc il m'appartient, parce qu'en plus vous avez votre confrère qui me fait des signes que je dois réduire, vous m'envoyez sur un continent. Donc je vais vous dire, j'entends de ce que vous dites qu'il m'appartient de définir plus précisément les objectifs. Nous allons le faire. 2, qu'il faudra, si les Françaises et les Français me font confiance, rénover plus en profondeur la manière d'exercer la fonction présidentielle.
et que je sens bien qu'il y a eu un décalage entre le renouvellement politique que j'ai incarné et le classicisme de l'exercice de la fonction. Je vous entends. 3, mais le 2 ne se substitue pas au 3. Troisièmement, il y a une méthode d'élaboration de la décision en démocratie. Mais ce point d'ailleurs, je tiens à vous le dire, ne vaut pas que pour celles et ceux qui m'accompagnent. Il y a une crise de tous les partis politiques et même de tous les syndicats. Et nous avons dans notre démocratie un problème sur ce sujet. Mais je ne ferai pas cela en faisant comme les voisins, parce que nous ne sommes pas un système parlementaire. Et c'est pour ça qu'il faut inventer de la délibération ouverte en société, quoique n'étant pas un système parlementaire. C'est ma difficulté, mais la question est tout à fait pertinente et je ressens le même déséquilibre et la même insatisfaction. Mais je continuerai de le faire, ne serait-ce que pour alimenter vos questionnements réguliers. Il faut imaginer Thomas Legrand heureux. Voilà, merci Thomas. Pierre Aski, pour clore ce tour de table sur les questions internationales. Pierre, quelle relation avec Vladimir Poutine quand la guerre en Ukraine s'arrêtera? Oui, bonjour Monsieur le Président. Vous êtes entretenu 17 fois avec Vladimir Poutine depuis le début de la crise ukrainienne, mais plus une seule fois depuis un mois. Est-ce que vous excluez de lui reparler si vous êtes réélu dimanche? Non, je n'exclus pas du tout de lui reparler. Je parlerai d'abord au président Zelensky, et s'il y a une utilité, ne serait-ce que pour essayer d'obtenir, sur le plan humanitaire, l'accès à Mariupol, l'accès de médicaments d'aide et la sortie de... Et vous avez déjà essayé de ressortissants. Oui, mais sans succès. Là aussi, il faut s'imaginer heureux, c'est pareil. Non, mais je pense il ne faut pas lâcher. Vous savez, cette question, je me la suis posée plusieurs fois. Vous l'imaginez bien. Je pense que c'est notre devoir de continuer à essayer de lui parler. D'abord parce que même s'il n'y a qu'un fil, il faut le garder. Ensuite parce que si ça peut sauver quelques vies ou essayer d'améliorer la situation, il faut le faire. Mais à quelles conditions ? L'exigence. Moi, j'ai toujours discuté de manière exigeante, directe, transparente avec le président Poutine. J'ai jamais été dans la concession, la compromission, même depuis le début. Mais même quand ça ne produit pas de résultat, il faut le faire. Il n'a jamais rien lâché. Il n'a rien lâché. Il nous a lâché quelques gestes humanitaires au début, mais ces dernières semaines, rien. Néanmoins, pourquoi je dis ça aussi ? C'est qu'à un moment donné, il faudra préparer un cessez-le-feu. Et l'Europe devra être autour de la table. Et je pense qu'il faut être tous très vigilants. Et il ne faut pas se retrouver dans une situation où le jour où il y aura un cessez-le-feu, sur le sol européen, parce que nous aurons tous décidé de ne plus parler au président Poutine, les négociateurs ou les truchements seront le président turc, le président chinois ou d'autres. Et à ce jour-là, vous me poserez légitimement la question, l'Europe a donc disparu. Mais certains de vos collègues européens... Et donc je pense qu'il faut persévérer. Mais certains de vos collègues européens pensent qu'il ne peut y avoir de solution que militaire aujourd'hui. Je pense qu'il faut peser les choses quand on dit cela. Ça veut dire qu'on décide d'une escalade du conflit, et ça veut dire qu'on décide, il faut que ce soit explicite, d'ouvrir une nouvelle guerre mondiale. L'escalade, elle a lieu sur le type d'armement qui est livré à l'Ukraine aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêt à monter en grade dans le type d'armement qui est envoyé? Vous avez compris qu'aujourd'hui, il n'y avait de manière claire pas d'escalade assumée, et qu'il y avait des armements qui sont livrés. Je l'assume, nous l'avons assumé. Nous l'avons assumé en restant dans le cadre de la non-cobelligérance. Mais nous l'avons assumé, nous avons livré beaucoup d'équipements aux Ukrainiens. Et d'ailleurs, ne l'aurions-nous pas fait, Kiev serait sans doute déjà tombé. C'est la première chose qui a protégé Kiev et qui a fait qu'ils en sont là, c'est le courage des Ukrainiennes et des Ukrainiens, un courage extraordinaire. La force de cette armée et de tous les volontaires et du peuple. Mais c'est aussi parce qu'on a livré beaucoup de matériel. La question des chars et des avions, qui est celle aujourd'hui posée, l'Allemagne comme la France, à ce stade, a considéré que c'était d'une nature à créer de la co-belligérance, indépendamment du fait que nous n'avons pas les équipements qui sont demandés. Mais est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, au niveau européen, un vrai décalage entre les pays, disons, de la ligne de front, c'est-à-dire la Pologne, les pays baltes, etc., qui sont face à l'ampleur du problème, et la France et l'Allemagne qui apparaissent en retrait? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de leadership qui va se poser? Et comment est-ce que vous, dans le cadre de ce couple franco-allemand, pourrez reprendre l'initiative après? Nous avons une unité européenne à garder. Et donc, à chaque crise que nous avons vécue, il y a des lignes de front. Au début de la crise Covid, vous aviez une division complète de l'Europe qui s'était faite. Rappelez-vous, en mars-avril 2020, les divisions étaient là, il y avait une violence dans les propos comme jamais.
on a su construire et bâtir un compromis et apporter une réponse historique en juillet 2020. Le moment arrive où, sur la guerre en Ukraine, nous aurons le même défi. Vous avez raison que les sensibilités ne sont pas les mêmes. La manière de vivre cette guerre, d'abord le rapport à l'histoire et à la Russie n'est pas le même entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Et je pense qu'un des défis qui est le nôtre est de ne pas implicitement laisser un rideau de fer retomber dans notre Europe. Et donc nous aurons cette responsabilité à prendre dans les prochaines semaines, elle est historique. Mais nous devons le faire en nous demandant comment stopper cette guerre et bâtir une paix durable sur notre continent. Immense sujet. Merci Pierre Aski. Quelques rapides questions de fin, Emmanuel Macron. Réponse en un mot, parce qu'on est tellement en retard, mais on l'a fait à Marine Le Pen, donc on vous le fait. La période la plus sombre de l'histoire de France à vos yeux? Parce qu'on regarde la période la plus rapide, mais c'est sans doute celle de l'occupation. Avez-vous un plaisir coupable? Le chocolat. Sympa. Oh. Bah oui, ça dépend. Jusqu'où, mais je l'assume. Pourquoi vous pensez que ça ne devrait pas tomber sous le coup de la culpabilité? Non. Verlaine ou Rimbaud? Rimbaud quand même. Zidane ou Platini? C'est très dur, là, c'est affreux de me demander ça. Oh là là, c'est impossible. J'adore les deux, franchement. J'ai le droit de faire du en même temps pour une fois. Ouais. Booba ou Orelsan? Orelsan. Allez, Augustin Trapenard, la dernière question de ce 7-9-30, c'est pour vous. Bonjour Emmanuel Macron. C'est vrai que les défis de la culture, on n'en a pas vraiment parlé pendant cette campagne et c'est peut-être pas innocent. Moi, c'est sur l'exclusion culturelle que je voudrais vous interroger, qui n'est pas seulement le sentiment d'être mis de côté, c'est aussi le fait bien réel de ne pas avoir accès aux bibliothèques, au cinéma, aux salles de spectacle. Ça concerne beaucoup de Français, de quartiers populaires, de la ruralité. Je pense aussi au département d'outre-mer, des Français qui, vous le savez, en majorité ne votent pas pour vous. Alors on peut y voir une coïncidence, mais moi je ne crois pas. Est-ce que vous pourriez ce matin très clairement vous engager à appliquer ce droit fondamental qu'est l'accès à la culture pour tous les Français, parce que c'est une façon, vous le savez, de lutter contre toutes les formes d'exclusion et peut-être de résister aussi à un modèle de société qui serait fondé en grande partie sur la compétition et sur le profit. Merci Augustin, la réponse rapide d'Emmanuel Macron. Non seulement je suis prêt à m'engager, mais c'est ce que nous avons commencé de faire et je crois profondément à cette place de la culture. Dès l'école, on a remis l'éducation artistique et culturelle au cœur du projet, au cœur. Des rentrées en musique, mais l'éducation artistique et culturelle, en créant à Guingamp l'épicentre de cette politique et de cette ambition, et je veux aller plus loin. Le pass culture est exactement ça. Et au début, tout le monde se moquait de cette idée. On a réussi, pendant la crise Covid, à la changer. Les professeurs jouent un rôle fondamental et on va la remonter encore plus tôt, dès le début du collège, pour que le pass culture soit un outil justement pour permettre aux professeurs de guider les élèves et d'accéder partout à la culture. Mais surtout, moi, je crois au fait qu'on doit casser les barrières. Et il y a deux grands sujets qui me sont très chers. Les microfolies qu'on a développées avec la Villette, où on a mis des milliers de microfolies dans les quartiers les plus difficiles, dans la grande ruralité, dans nos outre-mer. Et une microfolie, c'est un espace parfois comme celui où on est aujourd'hui, où on peut voir un opéra, où on peut regarder les plus grandes œuvres, on peut visiter le Louvre, on peut avoir accès à des conférences, et où on casse les remparts, et on va continuer ça. Et l'autre, c'est la politique de bibliothèque ouverte. Et j'avais confié cette mission, justement, au début du quinquennat, entre autres, à Éric Orsena et à M. Corbin, et on a aidé les communes, et je veux qu'on aille plus loin, pour ouvrir les bibliothèques le soir et le week-end. Ça paraît idiot, cette affaire. Mais on avait parmi les bibliothèques qui avaient les horaires d'ouverture les plus réduits. Ouvrir une bibliothèque, c'est ouvrir l'immensité du monde. Parce que c'est permettre à des enfants, des adolescents qui n'ont pas de livre chez eux, le soir, le samedi, le dimanche, d'accéder à tous nos trésors, à la liberté. Merci beaucoup Emmanuel Macron d'avoir été au micro de France Inter. Je vous envie absolument pas votre rôle de maître des horloges. Il est vraiment ingrat. Il est 9h.